Voilà, c'est le maître mot, je crois, que nous retiendrons, c'est le mot transmission. Merci Evelyne pour ces éloges dithyrambiques à notre professeur. Merci Evelyne. Au revoir et bonne journée. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Mais on va faire une petite pause, professeur, maintenant, une petite plage musicale de votre choix. Nous allons écouter le virtuose Vazgen Vartanian qui joue au piano la danse de Vagar Chapat de Arnaud Babadjanian, enregistrée en public au Lincoln Center de New York. Voilà, nous écoutions Vazgen Vartanian qui interprétait donc la danse de Vagar Chapat de Arnaud Babadjanian, extrait choisi par le professeur Robert Dermerguerian avec qui nous sommes aujourd'hui. Professeur, nous poursuivons cette émission qui vous est consacrée en retraçant les jalons de votre parcours et de votre carrière. Professeur, vous dites qu'au cours de l'étude de la langue arménienne, chaque obstacle franchi donne accès à un nouvel aspect original de la langue, ce qui permet de révéler, dites-vous, progressivement sa singularité et son génie. Alors, vous nous décrivez là un véritable parcours initiatique. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que plus on avance dans l'étude de l'arménien, plus cela est intéressant, original, et on découvre effectivement ce qui caractérise l'arménien, notamment sa morphologie, des expressions, des formes déclinées qui sont dans d'autres langues obligatoirement traduites par des subordonnés. Par conséquent, l'intérêt de l'étude d'une langue se situe dans la progression et la découverte de nouveaux aspects de la langue. Par conséquent, je suis d'accord avec cette phrase que vous voulez prononcer. Plus on avance, plus on est intéressé et plus on désire continuer. Et arriver à un point où on peut finalement lire des œuvres littéraires, ce qui est le plus intéressant, et des poèmes, des poésies arméniennes. Quand on arrive à ce stade, donc, on peut dire qu'on maîtrise la langue arménienne. Robert Dermerguerian, quelques moments marquants de votre vie, vous avez contribué à l'accord de coopération interuniversitaire entre l'Université de Provence et l'Université d'État de Yerevan. Vous avez fondé le Conseil terminologique de l'arménien occidental moderne. Vous êtes également docteur honoris causa de l'Université d'État de Yerevan, et vous êtes également décoré de la médaille, ça fait beaucoup, Nersès le Gracieux, par sa sainteté le Catholicos Karekinde. Alors, en regardant dans le rétroviseur, professeur Dermerguerian, de quoi êtes-vous le plus fier ? Oh, vous savez, on ne travaille pas pour avoir des médailles, pour être décoré. Hein. Il est vrai que j'ai beaucoup contribué pour créer des liens entre l'Université de Provence et l'Université d'État d'Erevan. Nous avons eu des échanges d'étudiants, des échanges de documentation. L'Université d'État d'Erevan également a une édition. Tous les livres qui étaient publiés à l'Université d'État d'Erevan venaient à notre université et vice-versa. Donc il y a eu des échanges très importants. Et récemment, j'ai rencontré Patrick Tonabédian. Il m'a confirmé que ces accords continuent. De nouveaux accords de coopération sont signés. Donc, c'est un travail qui continue. Et il est très important. Les universités doivent s'ouvrir actuellement. Toutes les universités doivent pouvoir avoir des contacts avec d'autres universités. Par exemple, notre université d'État, l'Université de Provence, a des liens de coopération avec une centaine d'universités du monde entier. Et l'Université d'État d'Erevan fait partie de ces universités. Donc, ce dont je suis très fier. Et je souhaite que cela continue.
Alors, au XIXe siècle, pour des raisons géopolitiques, l'arménien va être scindé en deux branches. Il y aura l'arménien moderne, qui est alors donc l'arménien occidental, et l'arménien oriental, hein. Donc la langue se sépare, son unité est rompue. Non, on peut dire que ce sont deux branches de la même langue. Oui. Deux branches de la même langue, c'est l'histoire, c'est l'histoire et la séparation des populations orientales et occidentales. Les populations occidentales étaient sous le joug de l'Empire ottoman pendant plus de 4 siècles. Les populations orientales étaient dominées par la Perse, ensuite par la Russie. Donc l'éveil culturel arménien qui a eu lieu au début du XIXe siècle a vu parallèlement naître deux branches de la même langue. Parce que finalement, justement actuellement, je travaille sur la différence entre les deux langues et on voit bien que quand on connaît bien, on maîtrise bien une des deux branches, la deuxième n'est pas très difficile à apprendre. Il y a des différences phonologiques, lexicales très peu, morphologiques également, mais enfin cela est tout à fait surmontable et possible d'apprendre l'une ou l'autre des langues. Alors, juste, vous venez d'y faire allusion, un petit mot sur l'ouvrage dont vous venez, je crois, de terminer la rédaction. Alors, cet ouvrage, de quoi va-t-il parler? Alors, de la langue, bien sûr. Absolument. C'est un manuel de langue arménienne moderne pour les deux branches, la branche orientale et la branche occidentale. Ces deux manuels en un seul livre. La progression est la même, simplement chaque leçon est composée d'une rubrique qui s'appelle différences et je note dans cette rubrique les différences phonologiques, morphologiques, syntaxiques qui existent par rapport à la leçon même. Et ainsi de suite, j'ai terminé la dernière 46e leçon et donc je travaille sur les petits détails actuellement. Je pense que je vais pouvoir trouver un éditeur et publier ce livre au cours de l'année 2011. Ce sera votre livre le plus important, le plus marquant? Absolument, tout à fait. Alors, puisqu'on est sur Ararat TV et sur Radio Dialogue, mais également sur Ararat TV, un petit mot quand même sur Ararat pour nos auditeurs, sur cette montagne qui reste le symbole de liberté, de lutte et de rêve pour tout le peuple arménien, la statue de la fierté du monde arménien, l'Ararat. Après la révolution bolchevique de 1917, Lénine décide de céder ce territoire aux Turcs. Pourquoi ? Parce que les Arméniens n'étaient pas maîtres de leur destin à cette époque, et donc c'était les autres qui décidaient pour les Arméniens. L'Ararat est un symbole très important pour les Arméniens. Vous savez, tous les peuples anciens ont des symboles. L'Inde a le Gange, les Russes ont la Volga, les Arméniens ont le fleuve Arax, et puis l'Ararat. L'Ararat parce que le premier royaume arménien qui est mentionné dans les Écritures s'appelle le royaume arménien d'Ararat. C'est autour du mont Ararat que les Arméniens se sont groupés et ont fondé leur ethnie. Et tout au long de leur histoire, l'Ararat est devenu le symbole parce que, comme disait un écrivain arménien, c'est le témoin muet de notre histoire. L'Ararat a été présent au cours de toute l'histoire arménienne et de nombreuses capitales arméniennes historiques ont été bâties sur les rives de l'Arax ou de la Khourian, d'où on peut voir Ararat. Tous les rois arméniens voyaient le mont Ararat quand ils régnaient en Arménie. Oui. Alors vous suivez de près, professeur, l'évolution politique, sociale et culturelle de l'Arménie, alors que nous allons fêter le 21 septembre prochain les 20 ans de l'indépendance de la République d'Arménie. L'État arménien a-t-il permis aujourd'hui à la culture d'obtenir la place qu'elle mérite? Non, pas encore. Non, les intellectuels arméniens, les hommes de la culture arménienne se plaignent beaucoup parce que l'État ne donne pas assez d'importance au développement de la culture, n'investit pas assez, et cela comment dirais-je, cela est critiqué par les intellectuels arméniens et ils espèrent toujours que ça ira mieux, mais les possibilités sont très limitées. Le théâtre, le cinéma, les écrivains publient des livres à 500 exemplaires seulement, le tirage. Il ne reste qu'à Yerevan 2-3 librairies seulement. Et donc, du point de vue culturel, je dois dire que les progrès ne sont pas aussi sensibles que du côté économique et politique.
Cela est vraiment désolant et on espère toujours que les choses s'amélioreront au fur et à mesure, petit à petit. Et alors sur le plan politique, la situation avec l'Azerbaïdjan est toujours très tendue. On parle en ce moment d'ailleurs d'une guerre possible entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Karabakh. Alors ce pays terriblement enclavé pourra-t-il enfin, selon vous, un jour vivre en paix avec ses voisins ? C'est notre souhait le plus cher, mais c'est assez difficile. L'opinion internationale n'a pas encore accepté que cette enclave arménienne du Karabakh, Artsakh en arménien, est un territoire historiquement arménien depuis très longtemps, depuis 2000 ans. Ce sont les Arméniens qui ont toujours vécu là. Et par conséquent, il est juste que ce territoire reste arménienne. D'ailleurs, les jeunes qui ont 18-20 ans au Karabakh n'ont jamais connu les Azéris, ils ne connaissent même pas leur langue et donc ils ont vécu dans un environnement proprement arménien. Ils n'ont pas eu la tutelle des Azéris. Et il est inimaginable que, d'une manière ou d'une autre, les Azéris puissent contrôler le Karabakh. Ça, c'est exclu. À mon avis, c'est exclu. Le temps passe très vite avec vous, professeur Dermerguerian. Nous arrivons déjà en fin d'émission. Après tant d'années, professeur, passées à combattre afin d'attirer l'attention sur la beauté et la richesse de la langue arménienne, afin qu'elle soit officiellement consacrée, quel aura été le moment le plus important de votre vie dans cette longue quête ? Je pense que le moment le plus important, c'est quand on essaye de mettre en valeur la langue arménienne et que la communauté arménienne prend conscience que la langue est le meilleur moyen de transmission des valeurs culturelles arméniennes et sans la langue, on ne peut pas avoir accès véritablement à la culture arménienne, à la littérature, à la poésie arménienne, avoir à la musique arménienne, avoir la sensibilité arménienne. On ne peut pas séparer la langue de l'identité arménienne. Cela est exclu à mes yeux. Il y avait un débat il y a une dizaine d'années. L'idée est venue des États-Unis. On peut être arménien et vivre en arménien sans connaître la langue. Il y a eu un débat qui s'est éteint petit à petit, mais on défendait l'idée qu'on peut être arménien, avoir toute la sensibilité culturelle arménienne sans connaître la langue. Moi, je ne partage pas cet avis. Je pense qu'il faut avoir des notions d'arménien pour avoir véritablement la sensibilité et la manière de penser arménienne. Merci Robert Dermerguerian. Nous terminons cette émission, professeur, avec cet extrait choisi par vous. Nous écoutons Keller Stoller de Komitas, interprété par quelqu'un que vous connaissez, Janter Merguerian. Voilà, nous écoutions Keller Stoller de Komitas, interprété par Janter Merguerian. C'est la fin de ce numéro du Club Ararat TV Dialogue consacré aujourd'hui au professeur Robert Dermerguerian, le fondateur de la chaire d'arménologie à l'Université de Provence.
Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau numéro du club Ararat TV Radio Dialogue. D'ici là, je vous